Bonjour à tous. Nous allons démarrer dans quelques minutes. On attend que tout le monde se connecte. Non. On attend encore une petite minute et on démarre. On est déjà assez nombreux. Je vous propose de démarrer, si cela vous convient. Alors, pour commencer, je vais quand même je vais me présenter. Donc, je suis BI analyst chez FDG United et secrétaire général de la région Provence. Et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Alors avant toute chose, avant de démarrer concrètement, on va vous rappeler, on va faire une petite courte présentation de la DFCG. Alors, comme vous voyez à la slide que vous devez très certainement connaître. Donc la DFCG, c'est le premier réseau de financiers d'entreprise avec plus de 3500 membres actifs. La DFCG, c'est aussi 17 régions qui proposent des événements locaux comme des trophées finance et gestion. Donc, étant de la région Provence, je profite pour faire un petit peu de pub. Nous avons notre trophée le 17 juin à Marseille. Vous êtes naturellement tous les bienvenus. La DFCG, c'est également une base documentaire très riche et un réseau DFCG Connect qui permet d'échanger entre membres. Alors, vous avez également une revue, la revue Finance et Gestion et un catalogue de formation. Alors, si vous n'êtes pas encore membre des FCG, donc ça c'est la slide suivante, c'est le bon moment parce que nous avons depuis quelques jours l'offre découverte qui permet d'avoir une petite remise, enfin une belle remise sur les adhésions de l'année 2025. Voilà pour la présentation, enfin le rappel de la présentation de la DFCG. Alors le sujet qui nous réunit aujourd'hui porte sur les modèles et agents d'IA en contrôle de gestion et finance, de l'engouement pour les prédictions de la boule de cristal au cas d'usage réel. Alors ce webinaire, il est prévu à peu près sur une petite heure. Alors il se veut participatif, hein. On vous posera en tout 4 questions au fil de la présentation. Donc vous pourrez répondre en direct. Vous aurez normalement un petit pop-up qui va s'afficher. Et naturellement, tout au long de la présentation, vous pourrez poser vos questions dans le chat que je reverrai. Ou s'il y en a beaucoup, enfin, normalement on en attend beaucoup, donc on verra cela à la fin. On se réserve une vingtaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc pour parler de ce sujet, je vais laisser Dominique et Alessandro se présenter et commencer. Merci, merci et bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Alessandro Giaudo, je suis directeur général de BIOS Management. J'ai 15 ans d'expérience dans le domaine finance, de planification, surtout dans ce que est l'intégration des systèmes de planification et de reporting, et aussi en général de ce que sont les modèles de pilotage. Moi, j'ai commencé par des projets autour de budgeting, de forecasting, de tout ce qui est la clôture financière, par exemple. Mais puis,
nous l'avons intégré aussi avec des approches plus avancées, comme d'abord des algorithmes statistiques, on a fait du data mining, on a fait du clustering, jusqu'à arriver aujourd'hui à tout ce qui offre l'intelligence artificielle et le machine learning en général. Donc, BIOS a un côté, comme vous voyez dans ce slide, des solutions digitales, mais aussi un côté très fort d'intégration avec la partie conseil. Nous sommes environ 250 consultants à niveau global. Je dirais aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment de partager avec vous des exemples, des retours d'expérience. On va essayer d'être plutôt pragmatique dans ce cas-là avec, comme je dis, des exemples pour parler des applications de ce qu'on a fait chez nos clients, de l'IA dans la finance. Donc maintenant, je laisse aussi à Dominique à se présenter. Oui, merci. Alors, Dominique Di Grande, moi je représente l'éditeur de logiciels, en fait, Talentia Software. Mon rôle, il s'appelle comme ça, Solutions et Alliances. Donc, en fait, l'idée, c'est on est éditeur de logiciels de pilotage, principalement actif avec la fonction financière de nos clients. Et donc, moi, je cherche des alliances comme BIOS Management pour que ensemble, avec nos alliances et nos clients, on crée des solutions en fait à forte valeur ajoutée. Et de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle rebat les cartes parce que même si on essaye de simplifier au maximum les architectures, il n'en reste pas moins que la solution est à bâtir. Ce n'est pas quelque chose qui est plug and play aujourd'hui. Il y a quand même en fait un travail de construction à faire pour arriver à une solution qui soit adaptée à votre entreprise et génératrice de valeur ajoutée. C'est le moment de la première question. Donc vous n'allez pas tarder à recevoir un pop-up pour participer. Donc la première question sur une échelle donc de 1 qui n'a pas, où vous n'aurez pas encore commencé, à 5, donc en phase de déploiement ou du moins actif. Comment décririez-vous le niveau actuel de l'adoption de l'IA par votre département financier pour les processus de FP&A et de consolidation financière? Normalement, vous avez dû recevoir une petite pop-up qui a dû s'afficher à l'écran et vous pouvez répondre, cocher à la case. Nous avons les résultats en direct. Pour le moment, majoritairement, nous sommes sur du pas commencé. Suit l'exploration initiale à 34%. On se laisse encore quelques secondes. Nous avons déjà 40 réponses. Donc, si vous n'avez pas eu la petite pop-up, vous pouvez le retrouver dans la conversation, donc l'onglet conversation, et vous pouvez normalement également voter. Ça ne bouge plus. J'imagine que tout le monde a pu voter. Donc nous sommes, en termes de résultats, à 62%, pas commencé, 33% exploration initiale, 34 maintenant. Et puis le reste, c'est du moins 2%, 2% au moins, ou moins. Ouais. Donc plus grande. Ça, c'est intéressant. Je pense que la slide suivante, c'est le résultat du même sondage qui a été posé récemment par Gartner, un panel international de directeurs financiers. Donc, je vois que les résultats ici sont vraiment confirment qu'il il y a beaucoup de répondants qui se trouvent encore dans une phase de pas commencer ou vraiment exploratoire de ce qu'est les possibilités de l'IA dans la finance. Il y a aussi, selon Gartner, donc c'est vraiment à niveau global, peu de répondants qui sont déjà dans une phase d'extension active. On parle toujours et tout le temps de l'IA, mais c'est vrai que dans la finance, il n'y a pas vraiment encore beaucoup de projets, des cas d'usage.
pour moi, ça devient vraiment intéressant parce que, c'est-à-dire que ceux qui commencent maintenant ont vraiment l'opportunité de commencer, de construire avec, je dirais, un temps d'avance ces cas d'usage. Donc, moi, maintenant, j'irai à la deuxième question du sondage, que c'est plutôt quelle est la barrière d'utilisation de l'intelligence artificielle? On sait que on n'est pas encore prêt, on n'a pas encore implémenté beaucoup, mais vraiment comprendre pourquoi. Et je pense que on va essayer de vous répondre aujourd'hui, c'est comment le faire, qu'est-ce qu'il faut pour adopter des cas d'usage d'IA. Et Alors, vous avez une deuxième pop-up qui a dû apparaître pour à nouveau voter. Donc, la question, quelle est selon vous la principale barrière à une utilisation plus efficace de l'intelligence artificielle au sein de votre fonction financière? Vous avez de 1 à 5, vous pouvez voter, les réponses affluent. Pour le moment, nous sommes sur une sécurité et confidentialité au coude à coude avec le coût de la mise en œuvre. Quelques instants. Alors, nous avons atteint à peu près le même nombre de réponses que tout à l'heure. Je pense qu'on est assez représentatif. Donc, le premier point, le numéro 1, nous sommes à 20%. Le deuxième point à 18%. Donc, le manque de compétences ou de talent en interne à 18%. Le troisième coup sur la mise en œuvre ou ROI peu clair à 25%, au coude à coude, donc au plus haut, avec la sécurité et confidentialité également à 25%. Et le dernier point, les ressorts à 11%. Donc vraiment les deux premiers, enfin les deux qui ressortent d'ailleurs en égalité, ce sont le numéro 3 et 4, suivi du numéro 1. Peut-être un commentaire rapide sur le 3 et 4. J'ai envie de dire, ça tombe bien parce que finalement, je pense que nous, sur les 2 dernières années, en tant qu'éditeur de logiciels, ce sur quoi on a le plus travaillé dans le contexte de l'intelligence artificielle, c'est de mettre à disposition en fait une architecture qui couvre en fait la sécurité et la confidentialité pour nos clients. Et je pense qu'Alessandro, quand il va parler de ces cas d'usage, il est justement sur la réponse à la question 3, qui est de dire comment j'identifie quelque chose qui a une valeur ajoutée réelle pour mon entreprise et qu'on sorte en fait vraiment du test classique en fait de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Donc finalement, je pense qu'on va couvrir ces 2 points aujourd'hui. oui, effectivement, il n'y a pas, comme on voit des résultats du sondage, il n'y a pas une réponse majoritaire, non? Donc, c'est, je dirais, l'ensemble des choses. Et aussi, je vois dans les réponses, il y a aussi des autres points encore qui ne sont pas dans les 5 options de sondage. Euh, et c'est exactement ça. Moi, dans ma expérience dans des projets d'IA ou d'intégration de IA dans la finance, ce que j'ai vu, c'est vraiment d'identifier des cas d'usage spécifiques où est possible de mesurer le ROI, donc avoir la possibilité de voir le résultat de l'application de ça. Être commencer avec des pilotes, des cas d'usage légers et vraiment dans un temps qui n'est pas un an, il ne peut pas être un temps trop long. Donc, dans quelques mois, voir les résultats. Et il y a vraiment, et aujourd'hui on va parler de ça, il y a vraiment des cas d'usage qui peuvent être appliqués à toutes les entreprises et donner déjà des résultats qui sont mesurables. Euh, Sur le point de la sécurité et confidentialité, on y parlera un petit peu aussi de ça, mais en général, la majorité des agents d'IA vraiment sont gérés en local. Donc, c'est pas que la donnée est passée sur le cloud et donc ça, c'est géré vraiment très bien.
Il y a aussi le point de la manque de compétences et des talents. On va parler de ça aussi. Mais encore une fois, comme je pense que la majorité de vous, on a commencé à utiliser, par exemple, ChatGPT ou des autres outils d'IA. Le but et la façon de travailler avec l'IA, c'est vraiment peu technique et beaucoup de... on parle de business, on parle des logiques qui sont intuitives pour les utilisateurs finaux. En termes dans les commentaires, ce qui remonte, c'est il faut en avoir besoin, il faut en avoir le besoin. Donc ça, c'est un peu ce que vous évoquiez juste un peu avant. Et surtout, un des commentaires qui semble avoir eu du succès, il faut rajouter le fait aussi qu'on ne sait pas toujours ce qui est faisable par rapport aux activités et processus. Donc c'est aussi l'occasion, au travers de ce webinaire, d'avoir quelques cas pratiques. Peut-être me permettre de poser quelques questions et n'hésitez pas tout au long de cette période, de cette heure, à poser vos questions. Je me permettrai de les relayer. Donc, quels sont les prérequis pour utiliser des agents, les agents que vous proposez chez Talentia ou que vous avez pu utiliser, Alessandro, dans les meilleures conditions? Alors, Pour peut-être moi, que je vais prendre cette première question sous l'angle en fait de ce qu'on voit en termes de communication un peu partout, parce que finalement, en fait, je l'ai mentionné au départ, l'IA, ça sous-entend en fait la construction d'une architecture. Et souvent, en fait, pour simplifier finalement la manière de faire, plutôt que de montrer une architecture technique, en fait, on montre une architecture logique. Et c'est bien parce que finalement, l'architecture logique, elle a vocation en fait à simplifier le message qu'on souhaite passer. Par contre, il y a quelque chose qui me perturbe toujours un peu, c'est quand je vois la mise en œuvre de l'IA avec trois boîtes, une grosse boîte data, une grosse boîte IA et une grosse boîte en fait qui est le résultat de ce que produit cette architecture. Alors, je pense qu'on a vraiment la volonté, aussi bien en tant qu'éditeur que en tant qu'intégrateur, de simplifier au maximum la mise en œuvre des premiers cas d'usage d'IA, mais il y a des limites quand même. Je veux dire, il y a quand même une forme de complexité à mettre en œuvre finalement cette architecture de bout en bout. Et peut-être pour l'illustrer, on voit que dernièrement Salesforce en fait a racheté Informatica. Donc quelque part, ça veut dire quelque chose parce que Salesforce, c'était quand même déjà un éditeur avec une grosse maîtrise, avec une grosse base data, avec une grosse compréhension en fait de comment enrichir et mettre en valeur. Et ils ont quand même racheté pour 8 milliards le spécialiste en fait de la donnée et de l'intelligence artificielle. Donc, on voit en fait qu'il y a des recherches de complémentarité. Alors là, évidemment, c'est pour construire ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Et ce n'est pas ce type d'ambition que nous, on se fixe, puisque nous, finalement, on veut créer un cerveau artificiel au service, en fait, du bureau de la finance. Donc, peut-être rapidement, comment on fait ça? Et là, j'aimerais juste prendre 30 secondes pour vous expliquer quelles sont les briques logicielles qu'on met à disposition et qui permettent de simplifier le démarrage. Donc, en fait, chez Talentia, il y a une brique logicielle qu'on avait toujours, qui est en fait notre brique qui nous permet d'assister la fonction finance dans le pilotage, qu'il soit financier ou extra-financier, qu'il soit à vocation réglementaire ou qu'il soit à vocation opérationnelle. Donc, cette brique-là, elle a toujours existé et simplement ce qu'on a rajouté, c'est la fameuse interface en langage naturel qui vous permet de poser des questions et qui vous propose en fait des solutions dans la plateforme. Maintenant, ce qu'on a dû rajouter à côté de ce concept de plateforme, c'est une structure, un hub d'information qui va vous permettre de stocker en fait vos données en volume, que ce soit des données structurées, donc l'ensemble des écritures de tous vos systèmes comptables du monde entier que vous allez stocker de manière centralisée, mais ça peut être aussi du non structuré, l'ensemble des réglementations, l'ensemble de vos polices, de vos procédures, des informations que vous souhaitez stocker, vous les mettez là. Et une fois en fait que ces deux briques
sont en place, on va pouvoir tourner les algorithmes qui vont permettre d'extraire, d'enrichir et de pousser en fait des résultats vers le petit chatbot qui va répondre à l'ensemble des questions des participants, mais en prenant en compte leur profil de sécurité. Donc, vous avez les droits de voir certaines données financières, non financières au sein de votre société. C'est défini en fait par la plateforme. Quand vous posez une question au chatbot, il va relayer cette question, mais en prenant en compte votre profil de sécurité. Donc ça, c'est vraiment la philosophie et l'architecture logique qu'on met à disposition out of the box, entre guillemets. Et c'est là-dessus que Alessandro et vos équipes, vous allez construire en fait les cas d'usage les uns après les autres, spécifiques à votre industrie, spécifiques à votre business model, spécifiques à vos besoins. Et donc, vous allez ensuite les appeler à travers toujours la même interface en langage naturel. Donc, finalement, ça, c'est la philosophie de ce qu'on aimerait mettre en place et qui est beaucoup plus simple que ce que Salesforce va développer avec Informatica suite à l'acquisition. Mais c'est déjà un gros début, en fait. Et pour moi, ça c'est très intéressant, très important, donc de garantir la sécurité des données, aussi la possibilité de chaque utilisateur d'avoir accès, utiliser les agents conversationnels. Pour moi, sont une des applications de l'IA les plus matures aussi déjà maintenant dans ce moment. Mais il y a toujours le doute de dire, OK, mais est-ce que les données sont ségrégées? Est-ce qu'il y a la possibilité de voir des données qui sont pas, où je ne pourrais pas avoir accès. Et avoir ces fonctionnalités dans l'outil, pour moi, c'est vraiment une garantie de pouvoir commencer effectivement à les utiliser et avoir les résultats dans tout ça. Donc, je crois que ça, c'est un des premiers cas d'usage. On y va parler de ça aussi. Alors, avant de... Peut-être, vas-y Dominique, si tu voulais... Non, j'avais posé la question, mais je pense que c'est mieux que ce soit toi qui la poses. Avant de commencer et de voir les cas d'usage, donc tout le monde s'impatiente, une autre question, une troisième question, donc une autre pop-up va pas tarder à s'ouvrir. Donc selon vous, quelle partie de vos processus bénéficiera le plus significativement à l'adoption de l'IA dans les 2 à 3 prochaines années? Donc, une autre pop-up a dû s'ouvrir au niveau de votre écran, si vous êtes sur Teams, sinon vous pouvez retrouver des éléments dans la conversation et vous pouvez commencer à voter. Hop. Et vous avez les points qui s'affichent à l'écran également. Donc, on va attendre quelques minutes. Peut-être en attendant, Alessandro ou Dominique, une question, en attendant que tout le monde vote. Selon vous, quels sont les cas d'usage pour la finance ou le contrôle de gestion qui vous semblent le plus prometteurs? Alors, sans forcément évoquer ceux qui sont affichés à l'écran, sinon on va biaiser un peu le résultat du vote. Mais selon vous, en tout cas, qu'est-ce qui peut remonter le plus souvent par vos clients, les principaux cas? OK. Alors, j'attends quelques secondes que tout le monde répond pour ne pas influencer trop, mais moi, je pense qu'il y a des agents qui sont plus matures. Donc, c'est une chose qu'on peut implémenter déjà maintenant, et c'est plutôt lié à l'automation des process. Je vois beaucoup de potentiel dans tout ce qui est plutôt le support, que ce soit automatique, que ce soit prescriptif, dans la prise de décision. Donc, dans la partie budgétisation, analyse des écarts. Après, on verra aussi une analyse de Gartner sur ça. Mais vraiment, je pense qu'il y a ce que et on a commencé avec ça, c'était plutôt la partie forecasting, donc toute la partie prévisionnelle, et ça va être un des cas d'usage principaux, tout le monde. Ça c'est le plus intuitif de commencer avec ça, mais il y aura vraiment toute la partie conversationnelle, la partie automation des process, la partie, et ça c'est aussi intéressant, de gestion des risques, détection des anomalies qui sont vraiment
très, très prometteur. Mais en général, si je dois dire un, je dirais la partie de analyse des écarts et conversationnelle. Ok. Alors, nous avons la réponse. Grosso modo, on peut considérer que tout le monde a répondu. Ce qui ressort en premier, c'est la prévision financière et planification des scénarios, avec plus de 35%. En deuxième position, ça va être le point numéro 4, budgétisation et analyse des écarts avec 25%, suivi de très près avec le point numéro 2, automatisation de la clôture financière et de la consolidation. Et naturellement, le dernier point, le numéro 3. Donc ça, ce qui va de pair un peu, le sondage fait ressortir aussi les principales remarques qui ont pu être mises dans le chat, et donc ça va de pair. Ouais. Je suis d'accord. Comme je dis, la possibilité de faire des prévisions qui ne sont pas seulement des prévisions basées sur l'historique, mais comme Dominique a dit avant, aussi en utilisant des éléments externes, utilisant des autres éléments qui permettent de faire une prévision de la demande, faire des simulations, ça va être une des applications principales et déjà comme ça de l'AI. Et donc, en général, je suis d'accord. Je pense aussi à nos projets, un 50% sont effectivement de forecasting, de génération de prévisions plutôt statistiques, en intégrant aussi des algorithmes de machine learning. Peut-être juste pour descendre un cran plus dans l'opérationnel, nous, on s'est posé cette question en tant qu'éditeur de logiciels de pilotage et de consolidation financière. Donc, d'une certaine manière, on est arrivé au même type de conclusion, mais après, on s'est posé la question suivante, c'est de dire, OK, maintenant, une fois qu'on sait ça, comment on l'intègre dans notre cas de figure? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va prendre toute notre documentation, toutes les best practices qui existent, et on va les faire ingurgiter en fait par un système auto-apprenant, et on va donner la possibilité aux clients du logiciel de poser la question: comment je fais telle ou telle chose? Et ça, c'est assez intéressant parce que dans un logiciel de pilotage, il y a des activités que vous faites tous les mois et que vous maîtrisez complètement, et il y en a d'autres que vous faites que de temps en temps. Et donc là, un assistant peut avoir une réelle aide dans la démarche. Donc typiquement, on voit prévision financière et planification de scénario. La question pourrait être propose-moi un scénario sur la base de mon budget en intégrant des paramètres sur les taux de change. Là, évidemment, il faut rentrer ces paramètres, et une croissance de moins 3% sur les États-Unis. Et donc là, l'assistant, il utilise la documentation, les best practices, les questions qu'on lui a déjà posées pour venir faire une proposition de configuration du logiciel. Donc là, on a quelque chose à forte valeur ajoutée, parce que finalement, au lieu de s'appuyer sur des experts, on peut auto-apprendre grâce à ce type d'assistant. Pareil, si par exemple, cette année, je décide de me séparer de deux entités, comment je fais, donc c'est la question que je pose à l'assistant, comment je fais pour sortir ces deux entités du périmètre de consolidation, etc., etc., etc. Donc nous, on a fait ce travail, et on s'est dit, ça, c'est un cas d'usage qui a vraiment une forte valeur ajoutée. Et donc après, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que j'ai besoin en termes d'architecture, de bout en bout, pour le produire? Et puis maintenant qu'on a produit ce premier cas d'usage qu'on va présenter en fait dans 2 semaines lors de notre événement pour tous les clients, on a passé au deuxième cas d'usage. Si on a le temps, j'en parlerai à la fin de la présentation. Mais en tout cas, on implémente cas d'usage après cas d'usage, mais on a une architecture qui, elle, est en place pour l'ensemble des cas d'usage. C'est ça la philosophie.
Et sur ça, moi, je suis complètement d'accord. Effectivement, le fait d'avoir la possibilité de créer plusieurs scénarios, poser des questions, ça va sauvegarder du temps, mais c'est pas que ça. C'est effectivement avoir la possibilité de créer plusieurs simulations, voir les résultats, optimiser aussi les résultats des différents scénarios. Et donc, avoir euh, plus de possibilités de prise de décision. Je vois qu'il y a une question que je pense que c'est très intéressant. C'est est-ce que toutes ces tâches ne peuvent pas s'automatiser sans l'IA? Pour moi, effectivement, partiellement oui. Effectivement, il y a d'automatisation des process, entre process différents qui peuvent être faits avec des workflows, avec des fonctionnalités qui sont pas d'IA. Le valeur rajoutée de l'IA, c'est effectivement ce de pouvoir faire plusieurs simulations, pouvoir aller à un niveau granulaire que sans l'IA, c'est pas possible de le faire de façon automatique ou de façon manuelle. Et donc, vraiment, ici, il y a quelques exemples de cas d'usage proposés. C'est encore une fois un document, une analyse de Gartner, où on voit que ici, il y a des exemples concrets. Après, on verra effectivement quelques exemples concrets de ça. Donc, ces quatre types de cas d'usage sont vraiment des intégrations, des applications de l'IA qui permettent de faire plus d'analyse à un niveau plus granulaire et avoir des informations. Par exemple, on regarde la première, l'automatisation des process. Par exemple, pour vérifier le paiement, il y a des analyses de simulation de cash flow qu'on ne peut pas faire avec, sans l'IA. Parce que vraiment, l'IA va générer avec des algorithmes de machine learning, des fonctionnalités de forecasting qui sont pas faisables soit de façon manuelle, mais aussi de façon automatique sans l'intervention de l'IA. Et Et peut-être juste avant de te lancer sur tes quatre cas d'usage, j'ai envie de dire, la question qui a été posée, elle est excellente. Et si la réponse c'est bah, on le fait très bien sans l'IA et puis c'est très efficace, ça coûte pas plus cher, bah, j'ai envie de dire, autant ne pas implémenter de l'IA. L'IA, on va l'implémenter à partir du moment où la réponse est oui, on arrive à le faire, mais on a besoin de faire intervenir, je ne sais pas, des consultants qui coûtent 1500 euros la journée. Et en général, quand on a besoin de faire intervenir quelqu'un, il y a un délai de 5, 10, 15 jours, puisqu'il faut planifier en fait l'intervention, etc. Donc, la question, c'est toujours coût-bénéfice. absolument. Encore une Et c'est fois, il faut différent évaluer. c'est différent pour chaque société, évidemment. La réponse, elle n'est pas universelle. Je suis complètement d'accord. Il faut toujours, avant de commencer avec des pilotes, avec l'intégration de l'IA, évaluer le ROI avant et après l'intégration. Parce que sinon, ça ne fait pas vraiment du sens de l'implémenter. Peut-être que, et moi, c'est ce que nous, comme BIOS, on va conseiller, c'est toujours, avant de commencer avec l'IA, est-ce que vous avez déjà une structure qui vous permet de optimiser sans l'IA? Après, l'IA, c'est une chose en plus qui va améliorer encore les process, l'automatisation, l'analyse de détails, la simulation. Mais si votre process sont vraiment trop manuels, je dirais avant tout, on commence avec un outil, avec un petit peu de structure dans le process et après, on va implémenter l'IA. Et c'est important de savoir que qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA. Mais c'est encore plus important de commencer et être bien préparé pour intégrer des outils d'IA ou des agents en général. Euh, alors, moi, j'ai essayé ici, il y a trois slides pour trois cas d'usage. Donc, le premier, c'est la planification, l'FP&A. Il y a un deuxième sur la consolidation, un troisième sur la planification intégrée, l'Integrated Business Planning. Et pour chacun, j'ai essayé
de donner quelques exemples des projets que nous avons fait chez quelqu'un de nos clients. Dans l'FP&A, par exemple, et de ça on a déjà parlé, on utilise l'IA et aussi les algorithmes de machine learning pour améliorer la précision des prévisions. Je veux qu'il y avait aussi une question sur ça, quel est le accuracy target de ça. La réponse est, ça dépend beaucoup du secteur de l'entreprise. Je serais ravi de vous conter un petit peu ça, mais vraiment, c'est pas un standard. Je ne peux pas dire 80%, 90%, ça dépend beaucoup des secteurs, des typologies de produits, services dans votre offre. Mais c'est Et vraiment le travail. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple? Ça peut être intéressant d'avoir, si c'est possible, si rien de confidentiel, bien sûr, Oui, précision. je ne vais pas donner le nom de secteur brand. donné. On a fait par exemple, on a construit un algorithme de forecasting pour une entreprise de la mode. Donc, dans le secteur retail, on a créé des algorithmes avant d'utiliser le machine learning, les algorithmes de l'IA. La accuracy était, je pense, de 80%. Et on l'a amélioré jusqu'à 95%. Donc, on a aussi évalué le montant à un niveau d'euros de tout ça et c'était vraiment très, très important. Et ici, on a amélioré, on l'a fait pas tout de suite dans une seule application, donc on l'a amélioré pendant le temps en rajoutant des éléments qui vont influencer le forecasting. Par exemple, on a considéré des événements spécifiques à niveau locaux. On a fait des simulations avec les touristes dans chaque pays, dans chaque région qui vont arriver dans des périodes spécifiques et on a évalué dans le passé et dans le futur l'effet de tout ça. Donc, on a pris aussi des données externes de marché, tous les éléments exogènes qui peuvent influencer la demande, les ventes. Et on l'a amélioré, comme j'ai dit, le machine learning, c'est exactement ça, le but, de l'améliorer pendant le temps. Donc, c'est l'algorithme qui va apprendre à être toujours plus fiable dans les résultats. Et ça, c'est la première phase que je pense c'est intéressant d'application et c'est le plus intuitif. Donc, plus fiabilité, plus majeure accuracy dans les résultats. Le deuxième, c'est, comme Dominique a déjà dit, je pense que c'est vraiment très important, c'est l'assistant intelligent. Donc, on peut poser des questions, on peut lui demander je ne sais pas, qu'est-ce qui a pu impacter la marge ce mois? Et l'assistant va répondre avec un tableau, peut-être va répondre avec une visualisation, aussi avec des tests. Et c'est un petit peu le ChatGPT de la finance, mais avec des données qui sont en local, donc sont dans un environnement protégé, ils ne sont pas dans le cloud, on ne sait pas où. L'évolution de ça, c'est le troisième exemple, donc c'est la possibilité d'avoir des insights automatiques. Donc, ce n'est pas moi que je pose des questions à l'agent, mais c'est plutôt l'outil, l'agent qui détecte lui-même quels sont les points d'attention, les risques, et va le présenter sans que moi je vais les chercher. Par exemple, sur ça, il y a un client industriel en Suisse, on a mis en place un process où chaque mois, les équipes finance, ils reçoivent, c'est comme un document automatique avec les principaux écarts financiers et ils vont faire des analyses, mais ils commencent avec comme une liste, c'est un tableau, c'est pas trop complexe, avec je pense qu'il y a une vingtaine de points d'attention en général, et ça est envoyé à un niveau de groupe, mais aussi à un niveau de filiale ou de responsable de centre de coûts. Donc, c'est vraiment
une génération automatique de ces insights qui dépendent de mon temps, qui dépendent des analyses qui sont faites automatiquement par l'outil. Peut-être que je peux donner le cas d'un autre exemple que je trouve assez intéressant, qui est déjà un peu plus ancien parce qu'il date probablement ouais, ça doit faire maintenant 6 ou 7 ans en fait, que un de nos clients s'est lancé justement dans le forecasting prédictif. Et après les premiers tests, on s'est rendu compte que le forecasting prédictif marchait bien pour 30% des cas et que pour 70% des cas, ça marchait que très moyennement. Donc, le premier réflexe a été de se dire, ah, mais c'est un échec, en fait, ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est là que c'est intéressant, parce que finalement, de pouvoir automatiser 30% des cas, là, il y avait quand même 400 personnes, en fait, qui participaient au processus de planification. Ça permet quand même déjà d'avoir un début de retour sur investissement, mais surtout, en fait, ce qui était intéressant, c'est que on a été obligé de se poser la question, pourquoi 70% des cas, le forecasting automatique ne fonctionne pas. Et là, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont ressortis et qui ont permis à l'entreprise de progresser. Un des éléments, c'était évidemment le fait que l'entreprise était une entreprise B2B et donc elle connaissait très mal ses clients finaux. Et donc, elle faisait le forecasting sur la base d'insights qui venaient de ses clients intermédiaires. Mais donc, forcément, c'est quand même le client final qui influence directement. Un autre élément, c'était que systématiquement, quand la machine faisait une proposition, les gens avaient quand même la main pour ajuster en plus ou en moins. Et régulièrement, en fait, ils ajustaient ce que la machine proposait. Et donc, in fine, on s'est rendu compte qu'ils détruisaient de la valeur en ajustant. Donc, rien qu'en analysant ça, on est passé de 30% à peu près 45% de forecasting automatique, etc., etc. Donc, en fait, on se rend compte en fait, que le processus est itératif et il n'est pas uniquement technologique, mais il entraîne en fait un processus d'apprentissage aussi de toute l'organisation sur la base de ce que l'intelligence artificielle fait bien ou fait moins bien. Parce que finalement, ce qu'elle fait moins bien, ça a aussi de la valeur. Donc, c'est vraiment, voilà, il faut démarrer, avoir l'architecture en place et identifier les cas d'usage qui sont quand même générateurs de retour sur investissement, un minimum en tout cas, pour payer en fait l'investissement initial. Et ensuite, on apprend et on progresse. Donc, si je comprends bien, pour résumer en quelques mots, parce que le temps passe vite, ce sujet est assez vaste, vous proposez une solution standard et en fonction enfin, j'essaie aussi de recouper avec les principales questions qui ont pu être posées, notamment sur la confiance qu'on peut avoir sur le prévisionnel. On part sur un outil standard et au fur et à mesure, vous avez donc, du coup, il y a une sorte de parallel run avec d'un côté toujours le même processus. Enfin, c'est comme ça que ça se passait de votre côté. Enfin, comme ça, Dominique, d'un côté, les équipes finances continuent à faire leur budget de manière classique et de l'autre côté, vous utilisez l'IA et au fur et à mesure, vous améliorez l'indice de confiance selon ce qui se passe. Enfin, comment... Alors, c'est en général un parallèle run avec un concept d'enrichissement. C'est-à-dire que on continue à tourner en fait de la manière dont on faisait avant, et il y a des informations, des recommandations, des idées d'amélioration qui apparaissent soit en temps réel au moment où les personnes font, soit a posteriori, une fois que le processus est allé au bout. On peut dire, voilà, si on avait fait ça, si on avait fait ci, si on s'y était pris comme ça aurait eu ce type d'avantage sur la démarche dans sa globalité. Est-ce que vous souhaitez l'implémenter ou non? Donc, si on dit, OK, on l'implémente, dans ce cas-là, on améliore l'environnement existant. Si on dit, non, on ne souhaite pas l'implémenter, cette information, en fait, elle est censée être prise en considération par le moteur d'intelligence artificielle, bon, c'est un terme très vaste, hein, en se disant, cette amélioration, ça ne lui plaît pas. Voilà, Ok. pourquoi ça ne lui plaît pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne lui plaît pas. Donc, si ça ne lui plaît pas, je vais peut-être moins la proposer la prochaine fois. Par contre, je vais peut-être la proposer à un autre département ou dans un autre process. Et c'est ça, finalement, l'intelligence artificielle, hein, c'est que
on digitalise, on automatise, mais on collecte également l'information dans le but d'itérativement améliorer la fiabilité des recommandations, quelles qu'elles soient finalement. Ok. OK. Donc, la deuxième application, c'est la consolidation financière. On peut penser que c'est plutôt standard, c'est moins possibilité de... Il n'y a pas de prévision ici. On parle de quelque chose, on parle que de réel. Mais en réalité, il y a beaucoup et plusieurs applications de l'IA dans la consolidation financière. Le premier que nous avons implémenté, c'est utiliser l'IA comme moteur d'alerte automatique par identifier des erreurs ou des écarts. Donc, par exemple, l'IA peut vérifier la cohérence des données qui sont soumises par les filiales. Le premier exemple, c'est par aider sur la réconciliation intercompany. S'il y a des postes spécifiques qui sont à risque, donc c'est vraiment d'aider dans le process de clôture, dans la collecte de données. S'il y a des écarts suspects, s'il y a des écarts qui sont inattendus dans cette phase. Euh, Aussi, un deuxième exemple, je vois qu'il n'y a pas trop de temps, donc j'essaie d'être rapide sur ça, c'est la possibilité d'avoir un audit trail augmenté. Donc, toutes les pistes d'audit, avoir des explications automatiques gérées par les agents sur les activités faites par les filiales à niveau de groupe pour reclassifier automatiquement les ajustements avec des tags, avec des éléments, des infos additionnelles qui permettent effectivement d'aider pendant la phase d'audit. Euh, et le troisième, c'est l'explication Juste avant, Alessandro, automatique. Ouais. est-ce que tu pourrais juste donner la définition de audit trail pour l'auditoire? Ouais, sont toutes les pistes d'audit. Donc, les auditeurs qui vont faire l'audit au bilan, aux résultats consolidés, ont besoin d'avoir une explication des activités faites par les filiales, c'est-à-dire l'explication des ajustements, l'explication de comment on était fait, la réconciliation interco. Soit ajustement à niveau local, à niveau de groupe. Donc tout ça, avoir quelque chose qui va vous aider pour ça, mais va aider aussi les auditeurs à faire cette analyse, ça va permettre de sauvegarder beaucoup de temps, de simplifier la partie audit euh, dans, dans le process de consolidation. Euh, Et d'ailleurs, je mentionne juste ça, ça c'est une grosse transformation des logiciels de révision comptable, hein. Donc là, nous, on est actif également sur une partie de la révision comptable avec un logiciel. Et là, on voit en fait, parce qu'évidemment, nous, on ne fait pas tout, on voit tout un ensemble de partenaires qui transforment complètement leur manière d'analyser les données en amont de la révision pour faciliter en fait le processus de révision. Donc ça, c'est un très très gros chantier qui a lieu en ce moment. ouais. Et dernier point, je pense que c'est aussi très intéressant, c'est la possibilité de gérer des commentaires. Donc, rédiger des commentaires à niveau financier pour expliquer les écarts, mais aussi pour expliquer tous les montants et les rapports consolidés pour le groupe, pour la présentation à la direction. Ça, on l'a fait chez un client, c'est un gros groupe multinational que chaque mois, il devait produire des commentaires à niveau consolidé, mais aussi à niveau local. Donc ça, c'était dans plusieurs langues et aussi c'était pas mal de commentaires. Euh, le fait d'avoir l'IA qui va gérer ces commentaires et va faire une première proposition de tous ces commentaires dans les différentes langues. Après, il y a quelqu'un responsable de la console qui peut les valider, les changer, rajouter des choses, ça a géré un gain de temps très, très significatif. Ici, on a mesuré ça, c'était, je pense, plus ou moins environ un 40% de temps
un mois de travail pour préparer tous ces commentaires et les résultats à niveau groupe. Donc ça, c'est je pense, très important. Et peut-être, sans dévoiler tous les détails, ça c'est notre deuxième cas d'usage, et c'est là que la sécurité est ultra importante, parce que on n'a surtout pas envie, pour la synthèse de commentaires, que l'employé en fait prenne l'ensemble des informations, les balance dans ChatGPT pour lui demander de faire la synthèse. Parce que là, en termes de best practice, de sécurité, de contrôle des data, etc., c'est probablement le pire qu'on puisse faire. Donc là, on veut vraiment en fait que tout ça, ça se passe dans un environnement fermé, totalement contrôlé en termes de sécurité, pour éviter que les informations, que ce soit détaillées ou synthétisées, sortent de l'entreprise. Ouais. Ce dernier point, c'est la planification intégrée. On a déjà plus ou moins touché, parlé de ces trois points. Donc, ça, c'est plutôt une synthèse de ce on s'est dit avant. Donc, agent pour aider les workflows, avoir des approbations automatiques, travailler avec un flux structuré où il y a des étapes que pas forcément il faut faire de façon manuelle et l'AI va nous aider pendant les phases où c'est important l'intervention humaine, mais pas dans celles où il n'y a pas vraiment besoin de quelqu'un qui va approuver ou qui va avoir validé des données. La possibilité de simulation, ça on a déjà parlé beaucoup. Euh, et encore une fois, la génération des algorithmes, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur ça. Je ne sais pas s'il y aura le temps de répondre à tous, mais on sera ravis euh, de vous parler, de vous répondre dans un deuxième moment. Mais encore une fois, la possibilité de utiliser l'IA pour, par exemple, identifier des signaux qui sont plus faibles. Donc, dans les tableaux de bord traditionnels, il n'y a pas cette information, c'est pas visible. Et effectivement, le machine learning et l'intelligence artificielle permet de repérer cette tendance qui sont pas visibles sinon. Ça, on l'a fait, seulement pour un dernier exemple, dans un client qui c'était de distribution de boissons. Là, il y a des pics de demande, ça dépend de météo, ça dépend des événements locaux. Donc, vraiment agir et faire des simulations, des forecasts à niveau jour. Donc, chaque jour, il y a une simulation pour les prochains 6 mois à niveau jour. Euh, et ça, c'est très, très important pour eux, pour la planifier après la production, pour planifier les prix et aussi faire des estimations et avoir l'IA comme quelqu'un qui va aussi aider à proposer la production, va proposer les prix, va proposer aussi des investissements à niveau marketing, par exemple. Ça, c'est vraiment une chose à construire. C'est pour ça que pendant la phase initiale, avant de mettre en place cet algorithme, c'est important de travailler avec vous, avec la finance, avec le contrôleur de gestion, pour définir quels sont les éléments importants de votre business, spécifiques de votre entreprise. Alors, il va rester, le temps se réduit, il nous reste à peu près 6 minutes. Je vous propose de passer, je crois que vous avez prévu un petit, une sorte une slide suivante, je crois. Non. Une démo. Alors, oui, donc, alors vraiment c'est assez simpliste, ce que je vais montrer, mais je pense que ça résume simplement ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, deux choses principalement qu'on propose en fait au niveau de la solution. Un, c'est l'interface avec laquelle vous communiquez. Jusqu'à présent, finalement, l'interface Home-Machine, c'était, comme on le voit ici, une page web avec des menus, avec la possibilité d'ouvrir ces menus. Maintenant, de plus en plus, en fait, l'interface, ça va être
l'agent, l'assistant, à qui on va poser une question. Et l'assistant, ensuite, il va rediriger cette question au bon service qui va soit chercher l'information si elle est déjà existante, parce que finalement, ces algorithmes d'intelligence artificielle, ils peuvent tourner en amont, en fait, en batch, ou alors il peut aller poser la question au service en temps réel. Et donc, en fait, l'agent va tourner en temps réel et proposer en fait une solution en temps réel. Et puis après, évidemment, les agents peuvent parler les uns avec les autres. Donc, ils peuvent enrichir mutuellement la qualité de la réponse qu'ils vont soumettre à l'utilisateur final. Mais ce qui est super important de comprendre, c'est que la nouvelle interface du logiciel, c'est le chat qui va interagir avec vous. Et en plus, il va y avoir deux niveaux d'interaction. Il y a l'interaction, je lui pose une question et il me prépare la réponse, mais il va y avoir aussi, comme l'a dit Alessandro, des agents qui vont tourner en tâche de fond et au moment où quelque chose est détecté, l'interface, en fait, l'assistant, il va venir vous interrompre en vous disant, j'ai identifié telle ou telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Puis après, une fois de plus, vous l'acceptez ou vous le refusez. Donc, si vous l'acceptez, bon, bah, bon, il le prend en considération. Si vous le refusez, il le stocke dans sa base de connaissances en se disant ma proposition n'a pas été suffisamment de qualité ou n'a pas été envoyée au bon moment et donc il ne l'a pas pris en considération. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle interface homme-machine. Et sans rentrer dans les détails, derrière, d'un point de vue technologique, on le voit ici, il y a la plateforme Talentia qui est vraiment le point d'entrée qui garantit en fait la sécurité des appels au modèle. Il y a ce qu'on appelle le Talentia CPM AI Management Service. Lui, il va rediriger soit vers nos propres modèles, donc typiquement le modèle qui permet d'assister au niveau de la documentation, le modèle qui va permettre de favoriser ou de simplifier le processus de synthèse de documents. Donc ça, c'est le modèle violet. Et puis ensuite, en violet clair, ça, ce sont des modèles tierces qui seront développés par Alessandro, par exemple, ou par vous-même, et vous pourrez les appeler aussi. Donc, typiquement, des modèles qui permettront de faire du forecasting automatique, qui pourront faire de la détection d'erreurs, qui pourront faire de l'enrichissement de fake, etc., etc., etc. Donc, le point d'entrée, il est unique parce qu'il permet de garantir la sécurité et il permet de communiquer avec l'assistant qui est votre interface avec tout le reste derrière qui est caché et qui est partie intégrante de l'architecture. Donc ça, c'est vraiment la manière dont tout ça fonctionne, en résumé. Ok, truc. Je vous propose voilà, de passer à la dernière question, donc interactive, qui est la suivante. Dans quelle mesure pensez-vous que votre équipe financière est préparée en termes de compétences et de mentalité à adopter et utiliser efficacement des outils basés sur l'intelligence artificielle? Vous avez dû avoir une pop-up qui a dû s'ouvrir, vous pouvez commencer à répondre, et après on passera à la question pour répondre. On passera mince. Session de questions-réponses. Je pense que nous avons déjà pas mal de questions. On en a survolé quelques-unes en répondant. On va pouvoir compléter. Oui, je pense qu'une des questions, c'était exactement ça. Donc, l'équipe financière, est-ce que doit être techniquement préparée ou c'est plutôt de définir bien quels sont les besoins? Les Et de compétences comprendre, associées. je pense qu'il y a encore un manque aussi de comprendre qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec l'IA, qu'est-ce que c'est et quels sont les cas d'usage possibles. Donc j'espère que, même si c'était un webinaire pas trop long, on a donné quelques exemples. En général, je crois que il faut que l'équipe finance soit engagée dans le process. Comprendre les cas d'usage et comment mesurer
return sur l'investissement. Mais en général, je pense que la façon meilleure, c'est qui fonctionne mieux de travailler avec l'IA, de commencer à travailler avec l'IA, c'est de faire et de définir quelques utilisateurs clés et définir des cas d'usage très spécifiques. Comment Dominique a dit avant, il y a la possibilité avec Talentia d'avoir aussi des appels aux différents agents. Donc, moi, je vois que, et ça sera toujours le cas dans le futur, avoir la possibilité d'appeler différents agents pour les différentes fonctionnalités qu'on a besoin, ça sera la stratégie de plusieurs entreprises. Et avoir des utilisateurs clés qui connaissent bien la logique fonctionnelle, il ne faut pas être des techniques, ça, pas du tout. L'avantage de l'IA, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui a déjà développé les agents, qui a développé tout ça, et quelqu'un qui c'est plutôt de notre côté pour la configuration, mais il n'y a pas vraiment besoin d'avoir quelqu'un trop expert de technologie. Alors, pour dérouler la réponse, enfin, à l'issue de ce sondage, les deux points qui ressortent en majorité. Donc, le premier, pas très préparé. Nous avons une compréhension et des ressources limitées à 45%, suivi de un peu préparé. Nous explorons des options et nous sommes conscients des lacunes et compétences à 39%. Mais ça va de pair un peu avec une des questions qui a été posée dans le fil sur les compétences à acquérir pour utiliser en soi ces outils d'IA. Donc je comprends qu'il y a un volet assez technique que vous assurez, et de l'autre côté, un volet utilisateur, mais ça pose aussi la question de savoir poser des bonnes questions. Donc comment vous voyez enfin, qu'est-ce que vous conseillez sur enfin, comment ça marche pour pouvoir poser les bonnes questions? Est-ce que vous avez des bons cas d'usage? Euh, Alors, peut-être juste, je réponds un peu à côté, mais je pense que c'est quand même, c'est quand même une forme de réponse. Euh, Poser les bonnes questions, obtenir les bonnes réponses, je pense que c'est important de ne pas avoir un jugement, on va dire, trop manichéen de l'intelligence artificielle. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose, et je l'ai mentionné dans mon exemple préalable, mais c'est quelque chose que je vois encore aujourd'hui, c'est ça marche ou ça marche pas. Et en fait, non, c'est pas exactement ça. C'est que parfois, une amélioration sur 10% des prévisions ou une détection de 5 ou 10% d'erreurs de risque en plus et de manière totalement automatisée, ça a déjà une forme de valeur. Alors, c'est clair qu'on aimerait que ça marche à 100%, on aimerait que tout soit au mieux dans le meilleur des mondes, mais en fait, l'IA, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'il y a quand même un processus d'apprentissage. Donc, c'est sûr que si ça n'améliore en rien, bon, ben là, évidemment, le cas d'usage n'est pas le bon. Mais si on voit, en fait, en testant le cas d'usage, qu'on améliore de 10, 15, 20% un certain nombre de choses, on sait en fait que dans le processus itératif d'apprentissage, dans 2 ou 3 ans, on sera peut-être à 40%. Mais par contre, si on ne démarre pas, ben, on ne sera pas à 40%. On sera toujours dans la même situation qu'on est aujourd'hui. Donc, oui, la manière dont on va poser la question, la manière dont on va implémenter les agents est super importante. Mais il y a un processus d'apprentissage et il ne faut pas être trop gourmand. Ça se fait étape par étape. ok. Donc nous sommes arrivés à la fin du webinaire. Donc en termes de questions, on peut aller les questions pour ceux qui souhaitent ou ceux qui peuvent rester encore quelques minutes. Si je prends une des questions, enfin, pour on va dire synthétiser, enfin, auprès de vos clients, enfin, auprès des clients auxquels vous intervenez, quels sont à peu près on va dire, si on doit en prendre que trois cas d'usage, vraiment les cas pratiques qui ressortent le plus et avec lesquels on a un taux de succès, on va dire, ou d'indice de confiance, on va dire le plus élevé, puisque comme vous expliquez aussi, l'indice de confiance, il se matérialise par rapport au secteur, puisqu'au début, enfin, c'est très spécifique selon l'entreprise et ses outils et tout ce qu'il y a derrière et son marché.
Alors, je réponds. Le cas d'usage, je pense que c'est le plus typique, je l'ai dit avant, c'est la prévision, donc le forecasting, la génération des forecasts prévisionnels. Je pense que là, on a toujours un taux de résultat. C'est le plus simple d'une façon parce que c'est mesurable. Donc, tu peux voir comment on fait les prévisions avant et comment on le fait après et mesurer en euros, euh, vraiment en valeur, en montant, comment on peut améliorer ces process de prévision. Il y a beaucoup de cas d'usage dans l'optimisation et ça, je pense que c'est aussi très, très intéressant pour faire des simulations. Ici aussi, on essaye toujours d'identifier des KPI pour mesurer ça. Par exemple, l'optimisation des prix, l'optimisation de la demande selon les marchés géographiques, par exemple. Ça sont des cas d'usage plutôt typiques où impossible de mesurer le résultat. Il y a des autres où c'est plutôt du temps gagné, que c'est très importante pour les équipes finances. On sait, surtout dans certaines périodes de mois, il y a vraiment peu de temps pour faire et il faut le faire, être rapide. Et donc, c'est où je pense qu'il y a peut vraiment aider. Oui, mais après, on voit déjà, peut-être qu'il y a déjà même un biais en fait entre Alessandro et moi. C'est que c'est vrai qu'Alessandro vient vraiment du monde du manufacturing. Et là, ce qu'il dit, évidemment, est absolument logique et évident. Moi, c'est vrai que je viens plus du monde de la banque, de l'assurance, mais surtout de la banque. Et c'est vrai que au niveau de la banque, la détection de fraude, donc détection d'anomalies, détection de risques et in fine détection de fraude, c'est le cas d'usage qui est ultra dominant depuis de nombreuses années et qui est générateur de beaucoup, beaucoup de valeur, mais pour les banques. Donc, à nouveau, on sait faire énormément de choses en termes d'intelligence artificielle déjà aujourd'hui. Mais voilà, donc chaque secteur a ses spécificités et ses cas d'usage, et c'est à chacun de déterminer où se trouve la valeur, où se trouve le différenciateur par rapport aux concurrents. Voilà. Ok, en termes d'autres questions, pas mal de questions assez techniques ou de compatibilité avec la solution Talentia. Ça, je pense, c'est plus intéressant de revenir, de répondre à ces questions-là de manière individuelle. Euh, et moi, juste une dernière question là-dessus. Quel est le rôle du contrôle de gestion dans tout ça? Et après, je pense qu'on pourra terminer là-dessus. On a un volet IT assez développé, ok. On a un volet finance au sens large, mais rôle du contrôle de gestion, où est-ce qu'on le situe quelles sont ses missions ou ses fonctions en termes d'interaction avec l'IA? Bon, sont les principaux utilisateurs finaux dans les cas d'usage de l'IA dans la finance, mais comme je dis avant, ils sont beaucoup, donc sont très très importants dans la phase d'analyse. Quand on commence à intégrer de l'IA, il faut parler avec quelqu'un qui connaisse très bien l'entreprise, le business, qui comprend les données, qui comprend euh, la logique du business spécifique. On ne peut pas monter de l'IA. Il y a des cas d'usage de l'IA qui sont plutôt standards, ça ne dépend pas vraiment du business ou de l'entreprise, mais en général, je vois que le fait d'avoir les contrôleurs de gestion qui sont dans la phase initiale, c'est pas seulement important, c'est vraiment la seule façon d'implémenter et d'intégrer d'outils d'IA. Non, je suis 100% d'accord. Le cas d'usage, le cas business, la documentation, le suivi sur la durée, ça c'est
clairement en fait un travail du contrôle de gestion et son rôle est absolument fondamental. Donc, ça veut dire que si vous avez dans vos équipes un contrôleur de gestion, au moins un contrôleur de gestion, vous pouvez aller installer des IA, puisque le contrôleur de gestion sera là pour Ça. pouvoir, Non, mais c'est ça, hein. construire les modèles qu'il y a derrière. Enfin, en tout cas, challenger et mieux comprendre les modèles qu'il y a derrière. Et Et peut-être les voir faire juste. progresser surtout, parce que ce qu'on oublie souvent dans l'IA, on se dit souvent on va automatiser, mais les modèles doivent progresser, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de secret, hein. Le modèle, il n'est pas parfait de prime abord. Vivre là-dedans. Et en termes juste de taille d'entreprise, est-ce que toutes les structures se valent pour avoir de l'IA? Ou comment est-ce que vous avez. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, toutes les sociétés peuvent bénéficier de l'IA, puisque en fait, il y a le forecasting qui sous-entendrait, on va dire que la société a quand même du volume et qu'elle soit relativement grosse, mais la détection d'anomalies, la détection de risques, bah, ça peut aussi être quelque chose qui peut parler à une société plus petite. Donc non, moi je pense que la taille de la société n'est pas déterminante. Alors évidemment, il y a quand même un investissement initial pour mettre en place l'architecture qui n'est pas nulle, mais disons pour une grosse PME, une petite ETI, c'est tout à fait pertinent d'y aller. Et j'ai envie de dire de démarrer en fait par l'intelligence artificielle dans le cadre des processus financiers, c'est probablement la meilleure manière d'apprendre. Mais aussi Il y a la un cas. partie de explication des écarts, des agents conversationnels, je pense, sont des cas d'usage qui permettent de sauvegarder beaucoup de temps. Et dans des entreprises plus petites, ça devient encore plus important parce que peut-être l'équipe finance est petite et il y a des jours où il faut vraiment être très rapide dans les process et avoir quelques automatisations et quelques fonctionnalités d'IA simples qui va vous aider à sauvegarder du temps, c'est important. Une question est sortie sur, en termes de secteur, notamment sur le public. Est-ce que vous voyez ça pertinent sur la santé? Est-ce que vous avez des exemples en tête là-dessus? J'ai pas compris sur le public ou sur la santé? Sur Ou les le deux? secteur public propre à la santé, notamment la santé. Ah, oh bah, disons, tout ce qui est, enfin, de mon point de vue, le public, il est intéressé déjà par tout ce qui est détection de risques, de fraude, d'anomalies. Enfin, ça, c'est de mon point de vue, des algorithmes qui sont toujours pertinents. Après, il faut regarder vraiment le cas particulier. Et puis après, il y a, ouais, effectivement, ça, je pense que c'est vraiment un élément assez pertinent. Puis après, pour être franc, il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, mais alors après, évidemment, je ne peux pas ouvrir la discussion maintenant, mais là, on parle beaucoup de données structurées. Donc, quand on parle de pistes d'audit, quand on parle de planification, etc., on est beaucoup sur de la donnée structurée. Mais il y a un énorme champ d'études qui est passionnant également, qui touche en fait à la donnée non structurée. Et on sait aujourd'hui que dans une entreprise, il y a probablement 80% des données qui sont non structurées, alors que 20% des données sont structurées. Donc là, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a finalement assez peu parlé, parce que dans le financier, on est énormément sur de la donnée structurée, parce que le niveau de maturité autour de la donnée est très élevé. Donc la donnée, en général, est structurée. Mais on a vu, par exemple, dans le cadre de la fameuse CSRD et de la mise en œuvre de l'extra-financier, du reporting extra-financier, là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de documents non structurés qui étaient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise et qu'il faudrait prendre en considération aussi euh, dans la démarche de reporting. Et ça, à faire à la main, c'est un chantier absolument astronomique. Donc ça, c'est encore un autre cas d'usage qui dépasse un petit peu le cadre financier,
mais qui, avec l'extra-financier, s'en rapproche de plus en plus, parce que le contrôle de gestion, aujourd'hui, de plus en plus, a aussi un rôle sur l'extra-financier. Bon, là, j'ai réouvert un sujet pour la prochaine heure. Notre porte, Mais, exactement. mais bon, Le sujet est très vaste et très, effectivement, 1 heure, c'est assez court pour parler de tout ça et répondre notamment aux nombreuses questions que j'ai essayé de regrouper et certaines dont on n'a pas encore eu le temps ni l'occasion d'évoquer, mais ça ouvrirait d'autres portes. Je vous propose de s'arrêter à ce stade-là. On peut peut-être, je crois, Dominique, vous retrouver bientôt. Vous avez un événement, si je ne dis pas de bêtises, bientôt, mais ça, je pense que ça sera l'occasion de partager avec oui. la présentation en même temps que la présentation. Ouais, alors effectivement, on a un événement qui est notre Meet Talencia, où on a tous nos clients qui viennent nous rendre visite le 17 juin. Donc ça, vous trouvez sur notre site. Et on a un événement commun avec la DFCG le 26 juin, où on est présent également ensemble. Donc ça sera l'occasion de parler de tout ça. Je crois qu'il y a une table ronde, donc ça sera l'occasion de parler de tout ça également. Exactement. Bon, en tout cas, je remercie les participants, la trentaine de participants d'être restés 15 minutes de plus et on vous souhaite un bon appétit et peut-être à bientôt sur un événement. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.